Merci infiniment. Merci à toutes celles et ceux qui rendent possible cette journée impressionnante pour moi, étant donné que chez nous, disons, l'humeur n'est pas à la fête en ce qui concerne la lutte contre les paradis fiscaux. Et je vais essayer de m'en expliquer en un quart d'heure. D'abord, bon, aborder le Canada, c'est déjà aborder les choses d'un certain point de vue. Je veux dire, moi, je me suis intéressé à la question des paradis fiscaux du point de vue de la philosophie politique. On peut un peu se demander que vient faire la philosophie politique dans cette histoire. Mais en fait, je dirais que, bon, d'un point de vue conceptuel, ce qui est intéressant avec la question des paradis fiscaux, c'est de voir que l'enjeu est tellement vaste, il est tellement profond, il est tellement déterminant qu'il en vient à affecter les termes mêmes qu'on utilise pour l'aborder. C'est-à-dire que les concepts traditionnels, la pensée politique, se trouvent affectés en leur sens même, dans leur sémantique, par rapport au phénomène offshore lui-même, de sorte qu'on est obligé de voir les choses finalement dans les deux sens, c'est-à-dire mobiliser un vocabulaire pour analyser le problème des paradis fiscaux et voir comment le problème des paradis fiscaux affecte un vocabulaire tel que tout un lexique concernant la loi, le droit, la frontière, l'État, le crime et la souveraineté. Ce sont des mots qui finissent par être, disons, travaillés dans leur sens. Et en ce qui concerne donc, un mot précisément donc, central dans ce genre de problématique, qui est celui de souveraineté, on peut, et puis le rapport sénatorial, le rapport de la commission sénatoriale en rend compte dans sa production de l'an dernier. Donc, qu'est-ce que c'est la souveraineté? La souveraineté, c'est le fait de prendre des décisions qui s'ensuivent d'effets pour des collectivités dans l'histoire. C'est ça. Et le cadre constitutionnel qui régit la prise de décision permet d'identifier et d'encadrer les titulaires de la décision souveraine. C'est ainsi que dans l'histoire, on a en quelque sorte pensé la souveraineté qu'on l'a encadrée. Les paradis fiscaux et les législations de complaisance, au sens plus large, c'est-à-dire les paradis judiciaires, les zones franches, les ports francs, relèvent au fond d'un deuxième régime de souveraineté. C'est-à-dire que les paradis fiscaux, les législations de complaisance inaugurent un régime de souveraineté qui finalement rend souverains des acteurs qui ne sont pas encadrés par une constitution. Des acteurs qui peuvent prendre des décisions qui s'ensuivent d'effets dans l'histoire, sur un mode décisif donc, sans pour autant passer par un cadre formel qui est celui de la Constitution. Les acteurs qui mènent des opérations depuis les paradis fiscaux et ne font pas que camoufler des fonds, là, mais mènent des opérations depuis les paradis fiscaux, peuvent à partir de là prendre des décisions marquantes dans l'histoire, étant donné que de là, on peut créer des sociétés de droit, accéder à tout un régime bancaire, bénéficier d'un système de notariat qui est celui des chambres de compensation, avoir tout un système d'assurance et de réassurance en parallèle, éventuellement mobiliser des mercenaires, mener du trafic d'armes, bon, il y a la question de la corruption politique, ainsi de suite, et sans parler des industries du transport maritime dans les zones franches. Autrement dit, bon, au fond, les paradis fiscaux et les législations de complaisance marquent le fait d'un nouveau type de souveraineté dans l'histoire, qui est une souveraineté offshore, une souveraineté de puissants qui prennent des décisions dans l'histoire sans passer par les règles constitutionnelles. Pourquoi parler du Canada dans un tel contexte? Parce que je pense que le Canada est une illustration emblématique d'un pays qui a fort malheureusement au XXe siècle contribué à s'aborder la souveraineté constitutionnelle, pas seulement de sa propre administration, mais la souveraineté constitutionnelle des États en général. Je marquerai d'entrée de jeu, c'est mon dernier propos liminaire, là, que parler du Canada, c'est presque dans la foulée parler de la Caraïbe britannique. Parce que dans l'histoire, le Canada s'est vu finalement en sous-traitance confiée par l'Empire britannique la gestion de toutes les affaires bancaires des Caraïbes. En 1837, la Grande-Bretagne a confié à la Halifax Banking Company tout le système interbancaire concernant les succursales de la Colonial Bank qui assurait les affaires financières des dépendances britanniques des Caraïbes. C'est pour ça que jusqu'en 1970, dans la Caraïbe britannique, le secteur bancaire était occupé à hauteur de 70 à 90% par des banques canadiennes, essentiellement la Banque scotiale, la Banque royale et la CIBC. Et à partir des années, au tournant des années 1950-1960, ce sont très souvent des Canadiens, des acteurs canadiens, dans le domaine bancaire ou d'anciens politiques, qui ont conseillé, entre guillemets, les législateurs des dépendances britanniques dans les Caraïbes pour transformer les législations en paradis fiscaux.
au moment où se développaient, on le sait, les euromarchés et où étaient disponibles des euro-dollars en masse. Le tout a pu commencer, je dirais, en 1956, quand l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Canada, Graham Towers, a conseillé formellement le gouvernement jamaïcain de façon à réformer son système fiscal, et est apparu en série cette année-là toutes sortes de réformes permettant notamment la création d'International Business Companies, qui étaient littéralement, je vous dis, des sociétés offshore, là, probablement avant la lettre, jusqu'à ce que la chose capote un peu au moment de l'indépendance en 1962 de l'île. Le phénomène s'est déplacé aux Bahamas au début des années 60, où là, c'est l'ex-ministre des Finances du Canada, rien de moins, Donald Fleming, qui a conseillé les autorités dans l'élaboration de nouvelles lois fiscales, parce que tout d'un coup, l'IRS et les autorités publiques américaines s'enquéraient du rôle de la mafia américaine dans tout un développement des casinos dans l'archipel des Bahamas, étant donné que, donc dans la foulée des événements cubains, c'est plutôt vers là que s'étaient réorientés les gestionnaires de casinos. Et à cette époque, le ministre du Tourisme, qui gérait toute la filière des casinos aux Bahamas, était en même temps membre du conseil d'administration de la Banque royale du Canada. Donc, à moins d'avoir subi une lobotomie et d'être complètement inconscient de ces deux fonctions-là, il pouvait, au fond, je veux dire, le jour, aménager une législation qui convenait le soir à la banque qu'il œuvrait à co-diriger. Au Caïman, c'est cette fois un bonze du Parti conservateur canadien, Jim McDonald, qui a opacifié encore davantage la législation caïmanaise au vu de ce qui se passait aux Bahamas, en blindant là, un secret bancaire formidable. Et il est celui qui a créé la firme, qui a contribué à créer, à mettre sur pied la firme d'avocats McDonald et Maples, qui est devenue plus tard la fameuse Maples and Calder qu'on connaît encore maintenant. Il s'agit d'un cabinet d'avocats assez particulier parce qu'il ne fait pas qu'évoluer en fonction de la loi, il la rédige pratiquement. Et il y a certains éléments révélateurs, c'est-à-dire que quand des représentants de cette firme d'avocats parlent de l'histoire des Caïmans, on a l'impression d'entendre un premier ministre ou un ministre des Affaires étrangères de la législation, c'est-à-dire qu'on parle au nous, on est très fiers de ce que fait la législation, et il y a comme ça des espèces presque des lapsus, quoi, des éléments de langage qui sont révélateurs. Aujourd'hui encore, dans les instances de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le Canada partage son siège avec un collectif de 11 paradis fiscaux. C'est-à-dire, vous savez qu'à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, tous les pays ne représentent pas leur propre voix, ce sont des groupes de pays, souvent avec une dominante, quoi. Donc le Canada, à chaque fois qu'il s'exprime par la voix de son ministre des Finances, qui est gouverneur dans ces instances, il le fait toujours officiellement, formellement, pour le compte de 11 paradis fiscaux des Caraïbes et pour l'Irlande. Donc cela amène, par moments, le Canada à littéralement jouer un rôle de lobbyiste pour les paradis fiscaux au sein de ces instances internationales. Et je cite une déclaration du 25 avril 2009, au plus fort de la mobilisation, en pleine crise économique, contre les paradis fiscaux, en ce qu'on comprenait qu'ils avaient contribué à l'écroulement des marchés financiers quelques années auparavant. Voici ce que le 25 avril 2009, le ministre des Finances canadien, Jim Flaherty, avait à dire dans ces instances. Je le cite. « Certains pays des Caraïbes, représentés par le Canada, ont d'importantes activités dans le secteur financier. Or, des modifications à la réglementation dans ce secteur, c'est-à-dire toute la mobilisation dont on a parlé tout à l'heure, dans les pays avancés, risquent d'avoir des conséquences négatives involontaires sur ces activités. En particulier, les mesures prises à l'endroit des administrations non coopératives, y compris les paradis fiscaux, pourraient involontairement avoir des retombées négatives sur les centres financiers transparents et bien réglementés. Je crois que cela devrait être évité. » Fin de la citation. Bon, quels sont ces centres financiers transparents et bien réglementés que représente le Canada? C'est Antigua et Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, Dominique, Grenada, Guyana, la Grenade, pardon, la Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines. Des pays qui ont souvent des dispositions qui sont d'une très très grande opacité, qui sont au centre de toutes sortes d'affaires,
qui ont permis la création d'entités parfois très insolites qui permettent toutes les opérations qu'on puisse imaginer, et même une neutralisation de la loi ailleurs en vigueur. Ce sont le plus souvent des plaques tournantes du narcotrafic, et les classes dirigeantes de ces pays sont à peu près tout le temps notoirement corrompues. J'ai eu à écrire là-dessus récemment, et je me suis un peu donné un défi, c'est-à-dire que j'ai essayé de trouver par législation une affaire de fraude, de schème à la Ponzi, de malversation concernant des acteurs canadiens, et j'en ai à peu près trouvé partout. Allons plus avant et marquons le fait que le Canada se trouve par ses politiques à favoriser le prix de transfert. Il y a un traité de non-double imposition qui existe avec la Barbade depuis 1980 qui permet à des entreprises ou à des détenteurs de fortune canadiens d'enregistrer leurs opérations à la Barbade, de payer des impôts à la marge qui sont absolument dérisoires et de transférer de nouveau au Canada ces fonds en prétextant avoir payé des impôts à la Barbade et donc en voyant ces fonds exonérés d'impôts. Cela a pour résultat qu'en 2011, les Canadiens ont, entre guillemets, investi 53,3 milliards de dollars à la Barbade. La Barbade est le 3e pays où les Canadiens, je réouvre les guillemets, investissent le plus. Ça devenait un peu gênant de voir en cet accord une sorte de corridor d'amnistie fiscale permanente entre le Canada et la Barbade. Alors on a décidé tout simplement de diversifier la tactique. Et aujourd'hui, lorsque le Canada signe un de ces fameux accords d'échange de renseignements fiscaux que l'OCDE incite les pays à signer, il a inclus dans ces accords une clause disant que désormais, lorsque le Canada signe une entente avec un paradis fiscal de ce type, les Canadiens pourront inscrire leurs activités dans ces paradis fiscaux et transférer à nouveau les capitaux au Canada sans payer d'impôts si c'est sous la forme de dividendes. Donc vous voyez quelle catégorie sociale on avantage là. Donc au fond, en prétextant faire la lutte aux paradis fiscaux, on inclut des données, des clauses, des échappatoires pour rendre les paradis fiscaux, au fond, légalement utilisables. Et l'argument, ça a été de dire, il faut bien qu'on donne une incitation aux paradis fiscaux pour qu'ils signent de telles ententes. Et là-dessus, ça a marché, c'est-à-dire qu'on s'est bousculé au portillon. Et parmi les signataires, d'ores et déjà, on a les Bahamas, les Bermudes, les Caïmans, Saint-Kitts et Nevis, les îles turques et caïques, et j'en passe. Il faut aussi chez nous composer avec des tribunaux conservateurs. En 2010, 2011, 2012, alors qu'on s'est vraiment, formalisé d'une tactique en particulier pour pratiquer le contournement des lois fiscales, qui est le prix de transfert. Et au moment où, donc, on l'a évoqué tout à l'heure, en Angleterre, on convoquait en commission parlementaire des représentants d'Amazon, de Starbucks, de Google pour comprendre pourquoi ils payaient à peu près aucun impôt dans la législation. Et au moment où en France, il y avait cette commission sénatoriale qui nommément abordait le problème, au Canada, avec, je dirais, des décennies de retard, là, la Cour suprême du Canada, dans un jugement important, parce que c'est évidemment la plus haute instance judiciaire, s'est trouvée à avaliser, à légitimer la tactique du prix de transfert. Et au fond, à faire de cette pratique-là quelque chose qui, dans la jurisprudence chez nous, est valable en droit. C'est dans le cas d'une cause opposant la pharmaceutique Glaxo au fisc canadien, et dans une affaire d'un transfert d'une transaction entre la pharmaceutique et sa filiale suisse. Et on s'est rendu compte qu'au fond, la société transigeait avec elle-même à des coûts excédant 5 fois le prix du marché. Donc cela représentait, selon le fisc canadien, des pertes seulement dans ces 3 années-là, et quant à cette société-là, de 51 millions de dollars dans le trésor public. Et plutôt que de légiférer, de statuer que la chose était illégale en vertu des nouvelles dispositions sur le prix de transfert, je passe sur les détails techniques, on a finalement avalisé la chose en disant que dans la transaction, il y avait aussi les droits d'utilisation d'une marque qui étaient en cause.
Alors que c'est précisément ce que l'on mettait en exergue dans le cadre des travaux de la commission sénatoriale en France, à savoir que du moment qu'on se met à transiger sur des droits, on est dans une position de fixer des prix arbitraires. Mais la Cour suprême a en quelque sorte verrouillé ce dispositif, et donc c'est devenu, de fait, selon la jurisprudence, une chose tout à fait praticable. Je pourrais citer d'autres, je vais conclure là, mais d'autres éléments. Par exemple, un accord de libre-échange en 2010 survenu entre le Canada et le Panama, alors qu'on sait que c'est le principal endroit où on blanchit les fonds issus du narcotrafic dans le monde. N'importe quel criminologue vous dira que le Panama est pas tout à fait un pays avec lequel on noue des liens commerciaux s'il s'agit de penser en termes d'économie réelle, et on risque fort de soi-même, au fond, par complaisance, participer au processus de blanchiment d'argent en faisant preuve d'autant de largesse et de négligence. Et enfin, je n'aurai pas tellement le temps d'aborder le problème, mais je mentionnerai que finalement, le Canada, et je conclurai là-dessus, est tellement arrimé aux paradis fiscaux qu'il finit lui-même, au sein même de son dispositif administratif, à se transformer à certains égards en paradis fiscal. J'ai eu déjà l'occasion, dans l'un des colloques de l'Assemblée nationale, de parler du secteur des mines. 75% des sociétés minières mondiales sont canadiennes. Si vous citez au hasard une société minière dans le monde, il y a 3 chances sur 4 qu'elle soit canadienne, mais ce sont des sociétés qui souvent viennent d'ailleurs et opèrent ailleurs qu'au Canada. Il n'y a pas d'activité substantielle au Canada. On profite d'un cadre de ce que j'appelle le paradis judiciaire et réglementaire canadien là, pour mener des opérations à l'abri de certaines contraintes. Mais on pourrait aussi parler de Halifax, qui est devenue une ville qui offre, qui au fond soutient à l'aide de contributions publiques des firmes des Bermudes qui veulent y installer leur arrière-boutique. Ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire que Halifax se spécialise aujourd'hui, au fond, dans l'accueil de tout le travail comptable, le travail des petites mains que doivent faire les firmes des Bermudes, étant donné que l'immobilier coûte très cher aux Bermudes et qu'il y a une pénurie d'embauche. Alors, donc, à Halifax, on embauche des comptables qui travaillent à Halifax sur des dossiers qui relèvent de firmes des Bermudes qui jouissent du droit offshore qui a cours là-bas. Et donc, on est dans une espèce d'inversion du processus, à savoir que c'est désormais les entités offshore qui arrivent au Canada pour bénéficier d'aménagements fiscaux complémentaires. Et ça vous donne un peu, disons, une illustration de ce que peut être une législation qui, au fond, joue sur tous les tableaux, se présente comme un état de droit digne de ce nom, en même temps que c'est une ancienne colonie qui a à voir dans la création de paradis fiscaux parmi les plus redoutables du monde.